l'insulte n'est jamais une bonne chose. On peut attaquer le bilan d'Emmanuel Macron, mais sa personnalité, c'est autre chose. Et c'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon il y a 24 heures 48 heures, je crois. 48 heures devant ses militants. Et ce qui est le plus terrible dans la séquence que vous allez voir, c'est le rire. Le rire de ces gens qui sont chauffés à blanc par celui que Golnadel, Gilles-William Golnadel, appelle désormais Doriochon. Oui. Et il l'appelle Doriochon en référence évidemment à Jacques Doriot. Regardez cette séquence. Nous ne sommes plus la première puissance du continent portant l'idéal révolutionnaire qui mit le feu à la terre entière. Eh bien, nous avons néanmoins la force de cette histoire. Mais alors qu'on ne nous déshonore pas en se comportant comme il le fait, en se réjouissant d'un enlèvement, en se réjouissant de toutes les basses manœuvres de quelqu'un qui le méprise. Parce que cet homme qui nous préside est un poulet d'élevage. Pas une fois de sa vie, il n'a été dans le champ, picoré en se demandant mais où il y a quelque chose. Ah, et comment on fait pour attraper un ver de terre pour pouvoir le manger? Toujours, il est arrivé à l'heure de la gamelle en regardant si elle était pleine. Toute sa vie. Ce pays est gouverné par une bande de poulets d'élevage. Et une bonne partie des organisations qui nous sont chères ou qui nous l'ont été est aussi gouvernée par des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est un rapport de force. Comment pouvoir critiquer parfois le gouvernement et parfois la technostructure et la remettre en cause quand l'administration prend le pouvoir sur le politique, garder la mesure et ne pas tomber dans l'insulte comme le fait Jean-Luc Mélenchon, qui c'est un climat de 1793 qu'il met en place là, de haine. Il manque que les fourches pour aller devant les palais des institutions. C'est d'autant plus inexcusable de sa part qu'il est l'un des rares qui saurait dire la même chose avec mesure et avec talent. Mais au-delà de l'indécence absolue, ses propos avec la métaphore des poulets d'élevage, on a bien compris, c'est tout de même qui ose parler comme ça. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon prétendant donner des leçons à la classe politique française et notamment au président de la République, et quand on connaît certaines de ses positions nationales ou internationales, c'est assez, j'allais dire comique, non, c'est dramatique. Mais pire Pascal Pierre Garbarini. Mais c'est pire que ça. Bon, d'abord, moi j'en ai assez qu'on dise que cet homme a du talent parce qu'il arrive à dire 3 phrases en français. Non, mais c'est pas vrai, arrêtons de flatter... Dans un monde qui n'en a pas. Mais il y a d'autres personnes qui s'expriment très bien à l'Assemblée nationale, et il n'est pas une exception, loin de là. Il faut s'arrêter de flatter cet homme qui, en fait, est en train de fracturer la France de manière peut-être irréversible. Okay. Il a pris une décision, c'est une décision, alors quand il parle de picorer, il est assez mal placé en plus, parce que quand on voit son histoire, Mitterrand, on va en parler, mais Mitterrand le mettait absolument pas au niveau où nous le mettons aujourd'hui, hein. Et Mitterrand était Mitterrand le méprisait. Et voilà, donc encore une fois, je vois pas pourquoi on va flatter cet homme qui ensuite, je le dis, donc il a, pour des raisons qui sont de bassement électoraliste, donc fait comment dirais-je, fait la lie de tout ce qui est la démocratie pour mettre en valeur et pour casser la gauche pour que ça soit lui seul le recours. Et donc à ce moment-là, il a décidé de faire la cour à l'islamisme pour justement rattraper et accueillir des voix qui viennent des cités, etc., de personnes qui en fait ne le demandaient pas. D'accord, et de fracturer la France. Mais ça marche, et c'est ça qui est intéressant. Ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui rient. Il y a beaucoup de gens de gauche, quoi qu'il arrive, qui voteront pour Jean-Luc Mélenchon. S'il y avait un deuxième tour, Mélenchon-Marine Le Pen ou Mélenchon-Bardella, ça, vous pouvez être certain que la gauche unanime irait comme se rallier derrière Jean-Luc Mélenchon. Et il sait que ça marche. Moi, je vous propose une autre lecture, juste des propos. Oui. Je propose une autre lecture rapide. Oui. Jean-Luc Mélenchon, donc là, si on Thomas Bonnet. métaphore, il dit
qu'Emmanuel Macron est un poulet d'élevage, sous-entendu, lui serait un poulet un peu libre, qui ne serait donc pas inféodé, qui aurait eu des difficultés dans la vie. C'est un peu ça la métaphore qu'il emploie. Il faut juste rappeler qu'il est riche aujourd'hui grâce à la politique, qu'il a toujours vécu de la politique, qu'il est donc lui-même ce qu'il prétend dénoncer. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il essaye de faire croire à son audience qu'il est, d'ailleurs, il dit « je suis maghrébin européen » dans la... On va l'entendre là, à l'instant. Je suis, en clair, il veut faire croire qu'il est maghrébin européen, qui a subi les discriminations et qui a eu des difficultés dans la vie. C'est pas vrai, mais il veut faire Richard ça Millet. pour coller à ceux qu'il essaye de draguer. Richard Millet. Bon trotskiste, il sait s'adapter à toutes les situations pour conquérir le pouvoir. Et son langage donne une bonne définition de ce qu'est le populisme. Voilà. Marie-Hélène Trémollet, avant d'écouter Jean-Luc Mélenchon sur... Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que Jean-Luc Mélenchon maîtrise parfaitement tout ce qu'il dit et qu'il sait être assez éloquent. Et c'est d'autant plus grave parce que la métaphore des animaux, il l'avait déjà employée, par exemple, pour le député PS Jérôme Gage, où il avait parlé de la laisse et d'un piquet. Donc il l'avait comparé concrètement à un chien. Et je pense que c'est d'autant plus grave parce qu'il pèse chacun des mots qu'il a dit avant-hier comme ceux qu'il avait dit avant. Donc c'est pas des outrances lancées au hasard, si vous voulez. Je pense que c'est calculé. Et que là-dessus, c'est un art oratoire qu'il maîtrise et qu'il utilise. Je vous propose d'écouter le deuxième passage de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit « Je suis un Européen maghrébin ». L'usage veut qu'on fasse des vœux, c'est une superstition ridicule, mais je veux bien y souscrire. En général, ils ne servent strictement à rien. Moi, juste à me faire peur, parce qu'on me dit surtout la santé, je me dis mais qu'est-ce que j'ai pour qu'ils parlent sans arrêt de ma santé, comme ça tout va bien. Vous allez me mettre l'œil à force là. Bon, tout le monde comprend mettre l'œil, parce que moi je suis un maghrébin européen, donc c'est dans ma culture. Hein. Voilà. Je suis un maghrébin européen. C'est intéressant, là aussi, les signaux qui sont envoyés. Mais c'est très clair, c'est une stratégie. Il y a beaucoup de cynisme. Il chauffe à blanc une population en expliquant que la France est raciste, que la police tue, etc., pour que cette population rallie son panache. J'allais dire son panache blanc. Mais, bien sûr, il chauffe à blanc. Et moi, j'écoute Mélenchon depuis 10-15 ans maintenant. Ouais. Depuis quelques mois maintenant, chaque discours, il dit qu'il est né au Maroc. Là, il dit qu'il est maghrébin, mais chaque discours, maintenant, il le dit. Parce qu'il y a une vérité qui est forcément devant lui, c'est qu'il est blanc, plutôt bourgeois, il vit dans un bel appartement à Paris, et que l'électorat qu'il vise n'est pas dans les mêmes conditions. Et c'est vraiment ce qui est en train de traverser la France insoumise. Vous avez des élus qui ne ressemblent pas vraiment à ceux qu'ils draguent. Et ça devient de plus en plus un problème. Il va falloir un moment une adéquation. Oui, et on a entendu Mme Obono expliquer que c'était la gauche blanche. La gauche blanche. C'est la gauche blanche. Exactement. Il tente des synthèses Philippe Bilger. Abracadabrantes, Mélenchon. Oui, mais ça marche. Oui. Pardonnez-moi. Ça marche. Sûr qu'à la longue. Vous croyez quoi? Vous pensez qu'il ne sera pas à 20 points Est-ce que vous pensez que l'élection présidentielle, on verra au deuxième tour un affrontement Le Pen ou Bardella contre Jean-Luc Mélenchon? Ça n'est pas impossible, mais ce sera la grande chance du Rassemblement national, puisque s'il est en face de Mélenchon, il est évident que Marine Le Pen ou Bardella gagneront. Ah ben rien n'est évident en politique, cher Non, camarade. mais là, je prends un pari. Le sujet est sérieux. D'ailleurs, je reprends ce qu'avait dit Moscovici, qui avait dit la grande chance du Rassemblement national, c'est d'avoir Jean-Luc Mélenchon au second tour. Alors là, mon cher Pascal... Mais Moscovici, par exemple, il voterait Mélenchon Je crois pas. Mais vous croyez pas, mais vous verrez. Vous verrez que pendant les 15 jours de l'entre-deux tours, le bruit de bottes, le fascisme passera pas, etc. Vous verrez. Mais non, ça ne change jamais avec la gauche. Vous verrez que Pierre Moscovici, à l'arrivée, il votera comme un seul homme. Imaginez que comme François Hollande, comme tous. Vous imaginez que dans un second tour, Mélenchon, Marine Le Pen ou Bardella... eh bien, une majorité de Français irait voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je n'en sais rien, je sais ce que fera la gauche. Il y aurait un troisième tour dans la rue, surtout. Je sais ce que fera la gauche, parce que la gauche est comme ça. La gauche est comme ça, vous savez, elle est comme ça. La gauche, elle a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40. Donc il n'y a pas de raison qu'elle change. Je relis la phrase de Mélenchon. Il faut rappeler des évidences, pardonnez-moi. Il faut rappeler des évidences parfois. Il faut rappeler ce qu'ont fait les communistes entre 40 et 42. C'est bien, l'histoire, ça existe. Comme je rappelle la une de Libération, on rappelle la une de l'Humanité. C'est bien de rappeler ce qu'a fait la gauche. Vous avez raison, mais parfois, et là je suis naïf, Pascal, j'imagine qu'il peut y avoir des leçons qui... Jamais.
Jamais. Jamais. C'est assez désespérant. Ah, écoutez, vous le voyez bien. Vous entendez sur Jean-Luc Mélenchon des gens monter au créneau fortement? Non, mais je pense que beaucoup de gens voient la stratégie et les coutures d'une tactique qui est tout de même... Oui, mais elle est grossière et pourtant elle fonctionne. Qu'est-ce que disait par exemple André Valigny hier? Il disait entre la peste et le choléra. Il renvoie Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. Il dit c'est la même chose. Voilà ce que dit le discours de la gauche. C'est la peste et le choléra. C'est la même chose. Richard Millet. Non, je suis un maghrébin européen, je pensais à son discours sur la créolisation. Oui. Mélenchon, c'est quand même un de ses grands fantasmes. Créolisation à propos de la langue française. Il dit qu'il n'y a pas de langue française, mais une langue créole. Mais je pense qu'il souhaite aussi une créolisation générale, c'est-à-dire un métissage absolu de la population. On va parler du Venezuela dans une seconde, mais peut-être un petit tour avec les agriculteurs, et il faut les comprendre, bien sûr, les agriculteurs. On l'a expliqué tout à l'heure avec Éric de Ritmaten, combien ils seront en difficulté, combien ils ont le sentiment, et vous le rappeliez, Pascal Pierre Garbarini, combien ils ont le sentiment qu'ils ne jouent pas à armes égales. Par exemple, les normes d'élevage ne sont pas les mêmes dans le monde. On va importer de la viande traitée peut-être aux hormones et antibiotiques, alors qu'ici, on n'a pas le droit de le faire. Donc je crois qu'on a des images, parce que les agriculteurs sont à Paris. Ils sont sur la place. D'abord, elle est symbolique, cette place de l'Arc de Triomphe. Pourquoi elle est symbolique? Parce qu'il y a le tombeau du soldat inconnu. Et qui est-il? Sans doute ce soldat inconnu, sinon un homme qui venait de la ruralité et qui est tombé entre 14 et 18. Donc ils sont là, et il faut entendre, bien sûr, leurs demandes, entendre leur colère qui est pacifique d'ailleurs. Et ils sont parfois maltraités, souvent maltraités, à la fois par l'espace médiatique qui les méprise, parce que c'est comme ça, et parfois par les forces de l'ordre. Et on l'avait vu lors de la ferme, ça avait beaucoup choqué, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas Bonnet. Mais après les forces de l'ordre, faut le rappeler, obéissent à des ordres. Bien sûr. On constate très souvent, c'est que les gendarmes et les policiers sont pas hyper ravis d'aller devoir verbaliser des agriculteurs. Ah, évidemment. Ils viennent du même monde, parfois même des mêmes familles, donc c'est quand même pas rien de les mettre face à face. On comprend qu'il faille protéger, notamment Rungis par exemple, mais faire intervenir des centaures de la gendarmerie face à des agriculteurs, on se dit que les centaures auraient leur place dans d'autres endroits de France. Bon, le Venezuela, l'arrestation de Nicolas Maduro a été très favorablement accueillie par de nombreux expatriés. Des réfugiés vénézuéliens ont accepté de témoigner sur notre antenne. On les entend assez peu d'ailleurs, et ils rapportent ce qui se passe depuis 26 ans avec M. Chavez, avec M. Maduro. Il y a des tortures, bien sûr, de prisonniers. C'est le système communiste, toujours pareil. C'est-à-dire que les gens sont pauvres, ils n'ont plus le droit de parler, et certains sont en prison et d'autres sont torturés. Système communiste. Caracas, Moscou, vous dites les leçons de l'histoire, c'est toujours la même chose. Alors je vous propose d'écouter Frédéric Traini, qui a parlé des exilés vénézuéliens et qui est à Madrid, notre correspondant à Madrid. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1999, suivi de celle de Nicolas Maduro en 2013, on estime à quelques 8 millions le nombre de Vénézuéliens qui ont quitté le pays. C'est 20% de la population, et parmi eux, l'écrivaine plusieurs fois primée Milagros Socorro, qui vit à Madrid aujourd'hui. J'ai quitté le Venezuela en 2017, une année très dure, extrêmement dure pour le Venezuela. À ce moment-là, il n'y avait pas seulement des manifestations contre Nicolas Maduro dans les rues, et Nicolas Maduro a tué, des jeunes surtout. Ingénieur agronome, Luis Ortiz a dû, lui, partir en 2009, car sa vie, dit-il, était en danger. Le premier danger, c'est que j'ai été emprisonné et que ma propriété a été expropriée. Et qu'à une occasion, le gouverneur chaviste m'a même fait enlever. Directrice de l'agence de presse vénézuélienne à Madrid, Carlette Morales est partie, elle, dès l'arrivée d'Hugo Chavez. Elle explique pourquoi et ses espoirs pour le futur. Le harcèlement contre la presse se faisait déjà sentir parce que des militantes chavistes attaquaient déjà le journal et ont brisé les fenêtres, les vitres, et la sécurité n'était plus garantie. Nous demandons la libération immédiate des prisonniers politiques. Toute démarche d'ouverture vers la démocratie doit commencer par la libération totale de toutes les personnes détenues pour avoir pensé différemment. Il n'y aura pas de démocratie tant que des civils et des militaires seront poursuivis, menacés et emprisonnés pour leur dissidence.
Ils sont quelques 1 million de Vénézuéliens qui sont expatriés aujourd'hui en Espagne et qui suivent de très près la situation du pays. Alors, sujet vraiment extrêmement très intéressant de Frédéric Treyny et qu'on n'entend que sur cette antenne. C'est-à-dire que la parole des Vénézuéliens, ce qui s'est passé pendant 26 ans, c'est ça qui me sidère. C'est-à-dire que hier soir, sur le service public, ils ont trouvé le seul journaliste vénézuélien qui, vous l'avez peut-être entendu dans l'émission... Il est courageux, le gars. Si on parle de la même émission. Mais ils ont trouvé le seul journaliste vénézuélien qui regrette quasiment que Maduro ait été capturé. C'est quand même... alors, on n'a pas vu la même. Bon, alors... Bon, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que l'information est tellement aujourd'hui de parti pris. Et les propos méprisants, justement... Pascal-Pierre Garbarini. Les propos méprisants de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre de Laurence Debré. Oui, bien sûr. Mais c'est scandaleux. On a invité et qu'on a fait réagir. Absolument, que j'ai qui en garde un souvenir vraiment très difficile pour elle. À un moment donné, quand il lui dit que oui, lisez vos fiches, lisez ce que vous avez appris, c'est des propos sexistes. Vous imaginez si c'est un homme de droite qui dit ça? Bien sûr. Encore une fois. Mais c'était arrivé d'ailleurs, je crois que c'est Gérald Darmanin qui avait dit à Apolline de Malherbe. Ça va bien se passer. Il avait simplement dit ça va bien se passer. Mais ça avait été, ça va bien se passer, ce qui était un peu ironique, sans doute pas à dire peut-être, mais ça avait pris une proportion folle. Et Julien Audoul à Manon Bry avait dit prenez un verre d'eau, pareil. Oui, prenez un verre d'eau, et alors là c'était le présentateur qui a dit c'est inadmissible, scandaleux, etc. On peut dire à Madame mais Jean-Luc Mélenchon, il peut dire ce qu'il veut. Mais ils ont peur de Jean-Luc Mélenchon, mais ils en ont peur physiquement. Oui. Il leur fait peur physiquement. Donc ils ont tort d'ailleurs, il ne faut jamais avoir peur. Pascal, je peux dire quelque chose. Je vous en prie. Il y a un pays dont on ne parle pas et pourtant est il a voisin, été prof, il lève la main. Et qui est un pays voisin et qui subit depuis plus longtemps une dictature épouvantable, c'est le Nicaragua. Oui. Dictature communiste des sandinistes depuis plus de 40 ans. On n'en parle jamais. Bien sûr. C'est très étrange. Mais c'est pas étrange. C'est-à-dire que c'est le privilège rouge. Voilà. Dont on parle. On parle d'Amérique latine. Est-ce que vous avez vu les bons chiffres du Salvador? Vous qui suivez l'actualité au Salvador. 1,2 de taux d'homicide. Ils étaient à 180. 1,2 pour 100 000 habitants. Oui. Ils étaient à 180 pour 100 000 habitants il y a 10 ans. Mais écoutez, et ça marche, hein, la une du JD News, et on salue Laurence Ferrari et toutes les équipes du JD News. La une du JD News, c'est Milei. Bon, Milei, il réussit. Il réussit. J'y peux rien, en fait, s'il réussit. J'y peux rien. Il se trouve qu'il y a moins de pauvreté, il y a moins d'inflation, et l'Argentine repart. Avec un système, effectivement, assez radical, puisqu'il a éliminé... Bon, mais j'ai envie de dire... et les gens sont libres. Les gens ne sont pas en prison. Les gens ne sont pas torturés, Philippe Bilger. Non, ils ne sont pas torturés. Bon, on l'a peut-être la une du JD News. On pourrait prendre certains exemples de ce pays pour la France. Je ne dis pas appliquer bêtement ce qui se passe là-bas, mais il y a des germes d'efficacité et de conception radicale de l'état de droit qui ne seraient pas... Et le Salvador, moi, il ne me dérange pas, monsieur Bukele, lorsqu'il va chercher les narcotrafiquants ou les assassins, ça ne me dérange pas beaucoup. Ça ne me dérange pas non plus. La seule chose, Dieu sait que je suis pour une conception pénitentiaire rude. Elle est peut-être excessive chez lui. Oui, mais elle est excessive. Mais bien sûr qu'elle est excessive, parce que cette période-là le réclame. Oui, mais je pense... C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix, en fait. Ouais. On pourrait arriver peut-être à un régime, je dirais, plus proche de nos critères, sans tomber dans laxisme. Mais je souscris à 100% à ce que vous venez de dire. Je pense que c'est une transition, bien évidemment, mais c'était un pays qui était... Voilà, c'était un pays qui était gangréné. Les chiffres de Thomas sont éloquents. Exactement, et les chiffres de... Non, mais c'est sûr. Bon, vous savez que ça va être un fil rouge. D'abord, sur Europe 1, sachez-le, nous modifions nos programmes, puisque l'actualité agricole fait que Christine Kelly sera sur l'antenne à 10h30 et que nous sommes sur l'antenne d'Europe 1 et sur CNews jusqu'à 10h30 nous-mêmes. Donc l'actualité, est avec Donna Vidal-Revel qui dirige la rédaction, c'est s'adapter à ce qui se passe en France et qu'effectivement, ce qui va mobiliser aujourd'hui l'opinion publique, ça va être ce qui se passe avec les agriculteurs, parce que l'opinion publique est derrière, évidemment, les agriculteurs. Et
pour les raisons que vous avez dites. C'est l'histoire de la France, c'est le grenier de la France. C'est des gens qu'il faut défendre, ce sont les gens qui se lèvent à 3h ou 4h du matin. C'est les gens qui bossent, c'est la France qui bosse, c'est la France qui travaille. Et c'est la France qui est effectivement, qui croule sous les normes de Bruxelles, qui croule sous des normes impossibles et qui ne gagne pas un centime. Parfois. Donc effectivement, c'est des gens qu'il faut entendre et sans doute qu'il faut aider.